Ok, on va le son. La Terre est plate. C'est l'Europe. European Flat Earth Division. Ok, voilà, aujourd'hui on va regarder ce livre qui est The Moon, Fonction et Cataclysme, qui a été écrit par Mark Knight. C'est le contenu du bouquin. Il fait 92 pages, on va pas tout regarder. On va surtout s'intéresser à la Lune. La Lune est sur une Terre plate, la Lune s'éclaire, la Lune n'est pas transparente, on va juste survoler, la Lune est plate et non sphérique. Ça, on va aussi un petit peu regarder des informations. Les mythes, ça on va pas trop regarder, les éclipses, et puis la Lune est un vieux soleil dysfonctionnel, on va aussi regarder un peu. Donc pour la présentation, on va avoir quelques citations. Ici de Dress James. L'agitation initiale d'une vérité est directement proportionnelle à la profondeur à laquelle le mensonge a été cru. Ce n'est pas le monde rond qui agitait les gens, mais le fait que le monde n'était pas plat. Lorsqu'un réseau bien installé de mensonges a été vendu progressivement aux masses au fil des générations, la vérité semblera tout à fait absurde et son orateur un fou furieux. Voilà, ça c'est ce qui arrive donc à notre époque. On pense qu'on est fou parce que le mensonge a bien été dilué dans la population. Ici, Arthur Conan Doyle. Une fois que vous avez éliminé l'impossible, tout ce qui reste, aussi improbable soit-il, doit être la vérité. Ok. Plus une société s'éloigne de la vérité, plus elle haïra ceux qui la disent. George Orwell. Nous haïr. Ben, c'est presque ça. Alors, beaucoup de gens se sont réveillés avec le fait que la Terre est un plan plat et ce réveil prendra plus d'ampleur dans les années à venir. Ce livre il a été écrit en 2015, c'était au tout début de la nouvelle vague Terre plate. Ce qui reste encore en mystère pour beaucoup au sein de la communauté de la Terre plate, c'est la Lune car c'est probablement la noix la plus difficile à casser dans le panier. Tout ce qui se passe dans le ciel, on n'a pas directement accès, on ne peut pas aller faire des mesures, on ne peut pas aller explorer. Alors, bien entendu, c'est plus difficile. La Lune est sur une Terre plate. Donc le modèle. Regardons la Lune sur le modèle de la Terre plate avant de prouver que celle-ci doit être le cas. La Lune se déplace autour de nous en cercle, en spirale, au-dessus de la Terre plate stationnaire, se déplaçant de tropique en tropique au cours de 6 mois sur une trajectoire presque identique à celle du Soleil. Ça, c'est le modèle conventionnel qu'on voit assez souvent. Il y a les deux tropiques ici. Tropique du Cancer, tropique du Capricorne, l'équateur, le Soleil tourne ainsi. Petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, sur 6 mois, il va atteindre l'autre tropique. Et ensuite, il va revenir au tropique précédent. Quand il se trouve dans le tropique du Cancer, là, on aura donc l'été au nord. Quand il se trouvera dans le tropique du Capricorne, ça sera l'été dans l'hémisphère sud.
comme ça que ça fonctionne. Ok, ça c'est courant. Tous les humains sur Terre ne peuvent voir qu'une seule face de la Lune et elle apparaît avec le visage tourné, le degré dépendant de l'emplacement. La Lune couvre la rotation à 360 degrés. La science dominante simplifie ce fait et affirme que la Lune est à l'endroit au nord de l'équateur et à l'envers au sud de l'équateur. Ce n'est pas vrai. Ils sont tournés vers différents observateurs à différents endroits. Si la Terre et la Lune étaient toutes deux des boules, alors les humains de l'extrême nord verraient une face de la Lune différente de celle de l'extrême sud avec un certain chevauchement. Donc pour lui, ici, c'est pas possible qu'au nord et au sud, on voie la même Lune dans le modèle héliocentrique, globiste. Donc la vue du point A devrait inclure plus de la Lune du nord, de l'hémisphère nord, que le point B. Si on se trouverait dans l'hémisphère nord et qu'on regarde la Lune dans le modèle globiste, on devrait avoir plus cette partie au nord qu'on voit. Et puis la vue du point B devrait inclure plus de la Lune de l'hémisphère sud que le point A. Donc ça serait l'inverse. Alors qu'on voit la Lune identiquement, hémisphère nord ou hémisphère sud. Voilà une autre représentation du même phénomène. Si on serait ici, donc ça serait l'équateur, on verrait cette partie ici. Et puis là, on verrait plus cette partie-là. Et ceux qui sont ici sur la droite, ils verraient plus cette partie-là. Ok. La seule façon dont nous pouvons tous voir le même visage est sur une terre plate. Les mêmes explications. On peut clairement voir la Lune s'éloigner de l'observateur jusqu'au point de fuite de l'œil humain. Les yeux sont des objets sphériques qui focalisent la lumière sur la lentille à l'arrière. L'horizon n'a rien à voir avec la forme du monde et tout à voir avec la distance. Les gens sont dupés en pensant que l'horizon est le bord de la courbe. Là, c'est des histoires de perspective qui sont bien connues. Lorsque la Lune s'éloigne, c'est avec la perspective. Donc déjà, on va la voir descendre. Et avec l'opacité de l'atmosphère, des différents gaz, à partir d'une certaine distance, notre œil ne va plus pouvoir la distinguer. Et pareillement, la lumière, comme le soleil, elle ne nous parviendra plus. Si on regarde un peu pour le modèle globiste, ça c'est la distance entre la Terre et la Lune à l'échelle. Donc là, on a la Terre et ici, on a la Lune. Donc maintenant, quand on me représente tout à l'heure, si la Lune n'avait si la Lune sur le modèle héliocentrique, on verrait pas exactement la même partie si on était au nord ou au sud de l'hémisphère de la Terre, comme on a vu tout à l'heure. Ça voudrait dire que la personne ici, elle va regarder à cette distance-là. Et là, elle aurait une différence avec celle qui est là. Déjà, cette distance, elle est énorme, elle est énorme. Ça, c'est le modèle globiste. Donc, quand on regarde leur soi-disant photo faite sur la Lune, où on voit la Terre, elle est à peu près à cette distance-là, ça a l'air, hein. Mais non, ça, c'est vraiment à l'échelle. La distance qui sépare la Terre de la Lune à l'échelle, c'est énorme. Les phases de la Lune, si on continue avec le modèle
globistes. Selon eux, la Lune, elle est éclairée par le Soleil. Sa luminosité vient de la réflexion des rayons du Soleil sur sa surface. Bon, là, on a déjà vu les problèmes que ça donne, étant donné que la Lune, parfois, elle éclaire vraiment beaucoup. C'est vrai qu'on peut avoir de l'ombre même avec la Lune. On pourrait même presque lire, ou on peut arriver à lire. Cet éclairage, quand il se disperse, il est émis, il se disperse, au fur et à mesure de la distance, l'éclairage diminue. Et nous, l'éclairage qu'on reçoit directement sur Terre, comme ce soit le Soleil ou la Lune, il est énorme. Mais quand on regarde les photos des soi-disant missions lunaires, la Lune, elle est assez sombre. Elle est plus sombre encore sur les missions lunaires qu'on peut imaginer, quoi. C'est vraiment sombre. Alors que quand on devrait être sur la Lune, l'éclairage devrait être beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait constater sur la Terre, puisqu'on est directement à l'émission de la lumière. Ok, donc ensuite on a des phases, donc on peut regarder. Donc là je vous rappelle que cette distance-là, ça c'est pas à l'échelle, c'est la distance, c'est comme ça. La Lune tourne en orbite autour de la Terre en 27-32 jours. La Lune tourne sur elle-même en 27-32 jours. Donc déjà là encore une fois on a un hasard incroyable, puisque la Lune, elle va tourner ici en 27-32 jours, mais en plus, sur elle-même, elle va tourner en 27-32 jours, puisqu'on est toujours la même face, en face justement de la Terre, toujours le même angle. La Terre tourne en orbite autour du Soleil en 365,24 jours. La tourne sur elle-même en 24 heures. Ensuite, il y a une inclinaison de la Lune. L'orbite de la Lune par rapport à la direction du Soleil, là, par rapport à l'orbite du Soleil, elle aura une inclinaison. Cette inclinaison, elle est nécessaire à leur modèle afin que l'on puisse avoir une pleine Lune. Parce que si l'orbite de la Lune était exactement parallèle à l'orbite du Soleil, ben ça ferait en ligne directe. Et la Lune se trouverait derrière la Terre et il n'y aurait pas de pleine Lune. Enfin, en tout cas, il n'y aurait pas de pleine Lune à certains moments. Ça serait une Lune noire. Ça serait une éclipse, quoi. Et la nouvelle Lune, elle est ici, devant, c'est lorsque la Lune est devant le Soleil pour nous. À ce moment-là, elle traverse le ciel le jour et elle n'est pas, on voit que son ombre. Alors on la voit pas. Si l'ombre atteint la Terre, parce qu'elle se trouverait ici, par exemple, là, on aurait selon leur modèle une éclipse. Ensuite, il y a des phases de la Lune qui est expliquées ainsi. Le Soleil éclaire la Terre comme ceci. Et nous, depuis la Terre, on verra un angle différent. Une fois, alors encore une fois, ça c'est la même chose que là, c'est-à-dire qu'on va, selon eux, observer un angle différent à une telle distance. Celui qui est en hémisphère sud, il verra un angle différent. Cet angle différent, ça lui donne cette vision. Ici, on a la pleine lune, donc sur un plan, une rotation inclinée. La lune se trouve au-dessus de la Terre. Elle est là. Et ainsi de suite.
Et là, c'est la nouvelle lune, comme je viens d'expliquer. Quand la lune est en face du soleil, on ne verra rien. C'est le jour. Là, il y a les différents noms des différentes phases. Ça, c'est ce que je viens d'expliquer pour la nouvelle phase. Ça, c'est ce que je viens d'expliquer pour la pleine lune. Et ça, c'est les différents quartiers. Ok. On peut peut-être regarder cette vidéo. Ici, on voit la lune, comment elle apparaît sur la Terre. Le soleil arrive dans cette direction. Et là, on est en pleine lune. Et là, on est en nouvelle lune. C'est le modèle globiste. Les phases, on nous dit que les phases de la lune, le rythme de 29-53 jours de différents degrés d'éclairage vont de la lumière du soleil via l'angle du soleil par rapport à la lune, mais cela ne peut pas être le cas. Vous trouverez ci-dessous le modèle grand public. C'est ce qu'on vient de voir. Mais quand c'est la nouvelle lune en jour dans le modèle de la boule, nous devrions voir une silhouette noire. Nous ne pensons, ça veut dire nous ne pensons pas, nous ne voyons rien. Nous devrions voir une silhouette dans le modèle de la boule parce que le soleil est tellement plus grand que la lune est derrière elle. Ça serait une impossibilité parce que quand la nouvelle lune serait dans le ciel, on devrait voir un cercle noir. En plus, on peut presque voir une pleine lune dans la journée. Donc ça aussi, c'est contradictoire avec le modèle héliocentrique. C'est une anomalie dans le système, puisque la pleine lune, elle a lieu quand elle est en face du soleil, à l'arrière de la Terre, sur le plan, en haut du plan incliné. Donc cette partie-là, ici, où il y aurait la pleine lune, ça se passe la nuit. Ça se passe pas le jour. Ici, on a une nouvelle lune où on a quelques croissants. Voilà. Dernier croissant, premier croissant. Ici, on n'aurait pas plus que ça. Ici, on a moitié-moitié. Mais ce qu'on peut observer, c'est pratiquement une pleine lune. Ou même, alors vraiment, ça a vraiment l'air d'être une pleine lune, donc elle se trouverait plutôt par ici. Et là, on est en pleine nuit sur la Terre. Ça, c'est une anomalie du modèle héliocentrique. Ce n'est pas possible sur la boule Terre, car pendant la journée, la Terre fait face au Soleil. La Terre serait sur le chemin de quelqu'un qui essaie de voir la Lune pendant la journée. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Si on arrive par l'observation à voir une Lune qui est pratiquement une pleine Lune durant la journée sur la Terre ici, ça va de ici à ici. Et à aucun moment, il y a une Lune qui est pratiquement une pleine Lune là. On serait plutôt ici ou ici. C'est une anomalie. De plus, nous pouvons voir parfois le Soleil et la Lune dans le même ciel en même temps. Pendant quelques heures dans les jours juste avant et juste après la pleine lune, il n'y a rien entre le Soleil et la Lune, donc la Lune doit être éclairée à 100% dans le modèle boule. Il n'y a rien qui obstrue les rayons du Soleil massif, mais la Lune n'apparaît qu'au 4/5e environ éclairée. Bon, ça c'est un peu ok.
Si la Lune était en orbite autour de la Terre et que les deux étaient en orbite autour du Soleil, alors 6 mois plus tard, les phases de la Lune auraient dû s'inverser. Et chaque mois lunaire, les phases devraient apparaître différentes. Ça, c'est un cycle de 28 jours. Quand on est à l'autre côté, ici, ça devrait être inversé. Au fur et à mesure qu'on tourne, que la Terre tourne autour du Soleil, l'angle qui touche la Lune, il diffère. Comment on peut garder toujours le même cycle? Il devrait y avoir des différences petit à petit que ça tourne avec l'angle. Petit à petit, on devrait avoir des durées un petit peu différentes au fur et à mesure du temps. C'est expliqué encore ici. Au fur et à mesure que la Terre tourne autour du Soleil, avec elle, la Lune qui fait son orbite, au fur et à mesure que ça tourne, l'angle il diffère. Donc le temps des phases de la Lune, elle devrait différer aussi, petit à petit, jusqu'à ce qu'on se retrouve à l'autre opposé. Voilà, réflexion. La Lune ne peut pas être au-dessus d'une boule où le reflet de l'océan n'apparaîtrait pas à la personne sur le rivage, mais il atteint un observateur sur le rivage. Parce que là, le problème, c'est-à-dire que si on est sur un globe, la Lune, quand elle émet sa lumière, elle va être, au bout d'un moment, le reflet, il va être obstrué par la courbure. Elle ne va pas pouvoir atteindre jusqu'à l'observateur. Je pense qu'on a, voilà, c'est ça le diagramme explicatif. Sur une courbe, ici on va avoir l'éclairage, et la personne ici sur le rivage, ici elle n'aura plus l'éclairage de la Lune si la Terre est courbée, parce que l'éclairage va s'arrêter ici. Si la Lune était au-dessus d'une boule, le reflet sur l'océan se comporterait très différemment. C'est bien ce que j'explique là. Alors encore un problème. Ça, c'est ce qu'on observe. On observe un éclairage et un reflet sur l'océan qui va jusqu'à l'observateur. Ici, la distance, elle est énorme. Il y a de toute façon une courbure. Déjà, une grande vague, elle va pouvoir obstruer ce reflet. Et là, on aura une courbe. Et le reflet n'atteindrait pas ici. Ça, c'est évident. Problème toujours pour le modèle héliocentrique. Les marées, on nous dit que l'attraction gravitationnelle de la Lune crée à elle seule les marées. Mais c'est également faux. Dans le modèle globiste, à certains moments, la Lune, elle est un peu plus proche de la Terre. Ce qui ferait que son attraction attirerait les océans. Ça ferait des marées hautes. Donc l'attraction de cette petite sphère de la Lune à cette grande distance, elle tirerait les océans. Si la Lune avait un diamètre de 2160 miles et la Terre de 8000 miles, la Terre serait 87 fois plus grande et attirerait la plus petite masse vers elle et non l'inverse. On nous dit que la gravité plus forte de la Terre maintient la Lune en orbite. Alors comment la gravité plus faible de la Lune peut-elle l'emporter sur la gravité de la Terre aux points les plus bas de la Terre, niveau de la mer et au-dessus du niveau de la mer? Ça, c'est vrai. C'est facile à comprendre. C'est-à-dire qu'on a dans le modèle globiste une Terre qui, par sa gravité, maintient la Lune dans une orbite, mais à certains moments, la gravité de la Lune commence à l'emporter, ce qui fait que les marées montent. Comment c'est possible? Si la Lune soulevait l'eau, il est évident que près de la Terre, l'eau serait entraînée et la marée basse, au lieu de la marée haute, serait causée.
De plus, la vitesse et la trajectoire de la Lune sont uniformes, et il s'ensuit que si elle exerçait une influence sur la Terre, cette influence ne pourrait être qu'une influence uniforme. Ça veut dire que l'influence de la Lune serait partout sur la Terre la même. Cette gravité qui tirerait l'eau est partout la même. Mais les marées ne sont pas uniformes. À Port-Natal, la montée et la descente soit d'environ 6 pieds, tandis qu'à Beira, à environ 600 miles sur la côte, la montée et la descente sont de 26 pieds. On a 6 pieds ici pour la marée qui monte et qui descend. Ici, on a 26 pieds pour la marée qui monte et qui descend. C'est-à-dire qu'à Port-Natal, l'attraction de la Lune sur l'océan est plus petite qu'à Beira. Cela règle effectivement la question que la Lune n'a aucune influence sur les marées. C'est vrai. Les marées sont causées par la montée et la descente douce et progressive de la Terre au sein de l'immense profondeur. Alors là, bon, dans le modèle créationniste, selon les textes religieux des trois religions monothéistes, il y a de l'eau qui entoure la Terre par le haut, les eaux du dessus et les eaux du dessous. Et pour l'auteur ici, ces marées seraient causées par une diminution, si on veut, une diminution de la hauteur de la Terre à l'intérieur des marées du bas qui ferait monter les océans. Dans les lacs intérieurs, il n'y a pas de marée, ce qui prouve également que la Lune ne peut attirer ni la Terre ni l'eau pour provoquer des marées. Mais le fait que le bassin du lac se trouve sur la Terre qui repose sur les océans des profondeurs montre qu'il n'y a pas de marée possible car les eaux des lacs avec la Terre montent et descendent et ainsi les marées sur la côte sont causées. Alors il n'y a pas de marée sur les eaux sans rapport avec la mer. Bon, ce qu'il y a à se rappeler ici, qui est important, c'est que c'est pas uniforme l'attraction de la Lune sur la Terre dans le modèle globiste. À certains endroits, ça attire plus l'eau que d'autres. Et comment c'est possible que l'attraction de la Lune l'emporte sur l'attraction de la Terre? Le Soleil et la Lune créent ensemble les marées. La plus grande marée se produit lorsque le Soleil et la Lune sont à la fois au-dessus de l'horizon et l'un près de l'autre. Okay. La combinaison des positions du Soleil et de la Lune crée très probablement des courants électromagnétiques. Ça, c'est des suppositions. Les marées ne se produisent que dans les océans, jamais dans les criques, les rivières ou les marais. L'océan est composé d'eau salée et le sel est un conducteur d'électricité et a donc une force électromagnétique. Les molécules de sel sont constituées d'ions sodium et d'ions chlore et un ion est un atome qui a une charge électrique. Voici une carte de la température de la mer sur la Terre plate. Il est également possible que cela ait une incidence sur les marées. Quand on regarde la EIMAP, on voit que les températures de l'eau sur la Terre forment des cercles. C'est joli, c'est harmonieux. Mais si on regarde les températures sur le globe, température. Voilà ce que ça donne. Ok. C'est pas trop distordu. Ok. J'ai remarqué que le soleil est au-dessus de l'Atlantique, c'est la marée basse.
Et lorsque la Lune est au-dessus de l'Atlantique, c'est la marée haute. Toutes mes recherches sur l'énergie électromagnétique, le Soleil est très énergétique pour les humains, les animaux, et donne même de la nourriture aux plantes par la chlorophylle. Et la Lune est l'énergie négative car elle putréfie les plantes, etc. Donc en étudiant, j'ai remarqué qu'elle peut être affectée par ce double positif-négatif ensemble et qu'il travaille en harmonie avec les ions de l'eau et les champs électromagnétiques. Ça serait une explication des marées. Lorsque nous regardons les marées sur le modèle de la Terre plate, les choses ont plus de sens. Ici, on voit les différentes marées sur le modèle, sur la carte traditionnelle. Et sur la EIMAP, voilà. C'est-à-dire que ça forme de nouveau des cercles harmonieux. Et ici, il n'y a pas d'harmonie. Donc, on peut tout de suite apprécier que cette façon de présenter a l'air tout à fait plus claire. Là, on a encore la même chose. Et là, on a des cercles. Ensuite, ça c'est la mesure de la mer, mais j'avais encore sur les marées, il y avait, je sais pas, j'ai pas stabilo-bossé. Alors ouais, on peut voir ça. Thomas Winship, Zététique Cosmogénie. Il est affirmé que l'intensité de l'attraction augmente avec la proximité et vice-versa. Comment donc, lorsque les eaux sont tirées par la Lune de leur lit et éloignées de l'attraction de la Terre, qui, à cette plus grande distance du centre, est considérablement diminuée, tandis que celle de la Lune est augmentée proportionnellement? Est-il possible d'empêcher toutes les eaux sur lesquelles on agit de quitter la Terre et de s'envoler vers la Lune? Ça, c'est pas quelque chose de stupide. Puisque l'eau est tirée vers le haut, qu'est-ce qui empêche que l'eau ne s'envole vers la Lune, attirée par la gravité? Si la Lune a un pouvoir d'attraction suffisant pour soulever les eaux de la Terre, même d'un seul pouce de leurs réceptacles les plus profonds, où l'attraction de la Terre est beaucoup plus grande, plus on s'approche de la Terre du centre, plus l'attraction elle est grande. Plus on s'éloigne de la Terre, moins l'attraction elle est grande, on est d'accord avec ça. Et il n'y a rien dans la théorie de l'attraction de la gravité qui empêche de prendre à elle toutes les eaux qui tombent sur son influence. Il n'y a aucune règle qui empêcherait que cette eau parte vers la Lune. Que le plus petit corps triomphe une fois de la puissance du plus grand et que la puissance du plus petit devienne plus grand qu'au moment où il a d'abord opéré, parce que la matière sur laquelle on agit est plus proche de lui, la proximité est plus grande et donc la puissance est plus grande. Comment alors les eaux de l'océan immédiatement sous la Lune peuvent-elles s'écouler vers les rivages et ainsi provoquer une marée montante? L'eau s'écoule, dit-on, par la loi de la pesanteur ou attraction du centre de la Terre. Est-il donc possible à la Lune, une fois vaincue de la puissance de la Terre, de lâcher prise sur les eaux par l'influence d'une puissance qu'elle a vaincue et qui par conséquent est inférieure à la sienne? Donc cette vision de cette eau qui devrait être attirée par l'attraction de la Lune et donc quitter l'influence de l'attraction de la Terre, c'est un problème que Isaac Newton lui-même admet que cette explication est la partie la moins satisfaisante de la théorie de la gravité. C'est Newton lui-même qui le dit. C'est ainsi que nous avons été poussés par la seule force des preuves à la conclusion que les marées de la mer ne proviennent pas de l'attraction de la Lune, mais simplement de la montée et de la descente de la Terre flottante dans les eaux du grand abîme. Ce calme qui existe au fond des grandes mers ne serait pas possible si les eaux étaient alternativement soulevées par la Lune et tirées vers le bas par la Terre. Au fond
des océans, c'est parfaitement calme. Et il y aurait des courants. Donc, Isaac Newton lui-même avoue que l'explication de l'attraction de la Lune sur les marées était la partie la moins satisfaisante de sa théorie de la gravitation. Cette théorie affirme que plus l'objet le plus grand attire le plus petit et que la masse de la Lune n'étant comptée que pour un huitième de celle de la Terre, il s'ensuit que si par la force présumée de la gravitation, la Terre tourne autour du Soleil à plus forte raison, pour la même raison, la Lune devrait, elle, faire de même, au lieu de laquelle cet orbe volontaire continue encore à faire le tour de notre monde. La hauteur des marées varie considérablement, principalement en raison des différentes configurations des terres adjacentes. Là, on a de nouveau un exemple où les marées ne s'élèvent pas la même chose. Ce n'est pas uniforme, alors que l'attraction de la Lune sur les eaux, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas exactement la même chose. Voilà, le problème des marées avec le modèle qu'on nous présente. Le mainstream model. La taille, distance et vitesse. La Lune mesure environ 32 miles de large, tout comme le Soleil. La Lune est environ 3000 miles, donc ça fait environ 5000 km. Là, c'est pour le modèle platiste. Pensez-vous vraiment que vous pouvez voir les détails de quelque chose à 235 000 miles de distance alors que vous ne pouvez pas voir les détails d'une montagne à 70 miles de distance par temps clair? J'ai une théorie selon laquelle la Lune pourrait être aussi proche que 700 miles, mais j'aurais besoin... Bon, là ensuite, ok. Donc là, l'histoire, c'est que si on voit vraiment bien les détails de la Lune, alors qu'elle est vraiment très très éloignée, c'est-à-dire elle est... Voilà. Quand on met à l'échelle, on revient à peu près à une vision où on peut plus nous... On peut vraiment constater qu'il y a quelque chose qui joue pas. Ici, moi, depuis la Terre, je regarde la Lune et je vois tous les détails. Voilà, je la vois comme ça, si éloignée. La Lune est très similaire en distance de la Terre à celle du Soleil. Mais elle est un peu plus proche de la Terre lorsque la Lune apparaît devant le Soleil lors d'une éclipse solaire. La Lune est jusqu'à quelques centaines de kilomètres plus proche de la Terre que le Soleil, mais l'altitude de la Lune et ou du Soleil varie. Ça, c'est sa vision à lui. Donc, comme à certains moments dans les éclipses solaires, on voit un cercle autour de la Lune, ce qui laisse évidemment suggérer que les distances ou la taille sont pas les mêmes, exactement les mêmes. Moi, de toute façon, je me base sur l'islam. La Lune est dans le premier ciel et le Soleil est dans le quatrième ciel. Donc la distance est quand même grande entre la Lune et le Soleil. La Lune est jusqu'à quelques centaines de kilomètres plus proche, donc ça c'est liquide. Comme nous savons, nous pouvons assister à des éclipses solaires totales. Là, le Soleil est complètement éclipsé et à des éclipses solaires annulaires. On verra plus tard. Donc c'est là où on voit le cercle lumineux autour de la Lune lors d'une éclipse. La Lune se déplace environ 60 à 70 minutes par jour plus lentement que le Soleil sur une période de 24 heures. Le mouvement de la Lune, mouvement vers l'avant, n'est pas la route vers l'avant à travers le zodiaque comme nous le voyons dans le ciel. Le voyage de la Lune est dans l'autre sens car la toile de fond du zodiaque se déplace plus rapidement, vu d'un œil humain. C'est aussi la même règle pour le Soleil. Le zodiaque est plus éloigné. Étant plus éloigné, plus c'est éloigné, plus ça tourne vite. Le Soleil est moins éloigné
il va moins vite que le zodiaque, mais il va quand même vite, et la Lune, encore moins éloignée, elle va encore moins vite. Le Soleil tourne plus vite que la Lune, et le zodiaque tourne plus vite que les deux astres. Les constellations ne vont que légèrement plus vite que le Soleil, vu de l'œil humain, de sorte qu'ils fassent plus de temps de chaque constellation. Ils passent plus de temps dans chaque constellation, environ un mois. Ici, on a des exemples. Voici les images de Stellarium montrant le mouvement de la Lune à partir d'une ligne de base dans le sud de l'Espagne, puis 48 heures plus tard, puis 48 autres heures plus tard. Ici, on voit la Lune. Ici, on voit comment est la disposition du ciel. Et là, 48 heures plus tard, la Lune, elle est passée ici. Et 48 heures plus tard, elle était là, elle est passée là. Ici, ça tourne comme ceci, de gauche à droite. Et ce qui est éloigné tourne plus vite que la Lune et le Soleil. Les nœuds, ça c'est pour expliquer les éclipses sur le modèle platiste. C'est une des explications. Cette image est présentée comme un fait avec les nœuds lunaires autour du globe terrestre, la cause étant due à une inclinaison d'environ 5% des orbites de la Lune. Ici, on a l'orbite du Soleil et la Lune, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est obligée d'avoir, pour que le plan, le modèle globiste fonctionne, elle est obligée d'avoir une éclipse, une rotation, une orbite qui soit inclinée. Sinon, il n'y aurait pas de pleine lune, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que la lumière du soleil ne parviendrait pas à la lune si elle était exactement à l'horizontale. Donc, à certains endroits, il y a des rencontres entre l'orbite de la Lune et l'orbite du Soleil. Ainsi, au fil du temps, 2 fois par mois, la Lune passe au-dessus puis au-dessous de la ligne de trajectoire du Soleil. Là où la Lune le traverse, il s'agit d'un nœud. La Lune passe la moitié du temps au-dessus de cette ligne et l'autre moitié du temps en dessous de cette ligne. Les nœuds sont des intersections. Elle passe la moitié du temps au-dessus de cette ligne-là et la moitié du temps au-dessous de la trajectoire du Soleil. La Lune a un nœud et liée aux éclipses. On verra ça plus tard quand on verra les éclipses. Il faut important de se rappeler de cette histoire de nœud qui est la rencontre entre la trajectoire de la Lune et du Soleil. Un peu de NASA. Pourquoi n'y a-t-il pas de photos de la Lune provenant de l'un des milliers de satellites que nous sommes censés avoir dans l'espace? Ou des photos de l'ISS censées être habitées tout le temps, mais pas de photos de la Lune? Le télescope Hubble n'a pas pris de photos de la Lune car il est apparemment en mode zoom élevé. La NASA a également fait quelques erreurs avec la Lune. Voici la Lune censée être filmée depuis l'ISS. C'est simplement un cercle blanc. Alors voilà. Simplement un cercle. Donc là encore, on arrive. Voilà comment, selon Apollo 8, on voit la Terre. Je rappelle qu'à l'échelle, c'est ça. Donc je me trouve ici, je regarde ici et je vois ça. Et là, en fait, la Terre est près de 4 fois la largeur de la Lune. Donc là, on observe que la taille de la Terre depuis la Lune correspondrait à ce que l'on observe
de la taille de la Lune depuis la Terre, mais alors que la Terre est 4 fois à peu près plus large que la Lune, donc c'est ça qu'on devrait observer, avec une distance de ça, à l'échelle. Mais c'est faux, la Terre est censée être 4 fois plus grande que la Lune, mais la Terre apparaît à peu près de la même taille que la Lune depuis la Terre. L'image de gauche aurait dû ressembler davantage à celle de droite si le modèle de la boule avait été vrai. Voilà. Bon, la Lune s'éclaire elle-même. Là, je parle encore de l'islam, c'est le soleil qui éclaire les autres astres, mais maintenant, je ne peux pas dire de la façon dont cette lumière se propage. Le soleil le soleil initial, on pourra appeler ça le soleil initial, il se trouve dans le trou noir, au centre, qui passe par le centre de la Terre, et ensuite il est projeté sur le dôme, et les autres astres obtiennent leur lumière, très certainement, depuis l'éclairage initial. Moi, je ne rentre pas dans ces explications-là. Là, ce qui est intéressant de voir quand même, c'est qu'on voit les ombres, les formes sur la face de la Lune, ici. Ici, on voit bien que c'est éclairé. Là, l'éclairage, il est vraiment fort. Alors, qu'est-ce qui illumine cette partie plus fanée de la Lune au-dessus? Ah, c'est ça, cette partie plus fanée au-dessus. C'est quoi qui illumine cette partie-là? Il fait sombre là-haut, nous ne pourrions pas voir cette portion si seulement le bord de la Lune était éclairé par le Soleil. Si le modèle globiste, on suit le modèle globiste, là, il y a l'éclairage, ici, c'est la nuit totale, mais il y a quand même un éclairage. Ok, donc moi tout ça. Ok. La Lune n'est pas transparente. Alors ça a aussi été parlé par certains platistes. Lui débunk ça. Il dit que c'est pas possible. Et pour lui, il y a devant, c'est à cause qu'il y a devant la Lune, sur certaines observations, on pourrait voir des étoiles qui traversent. Mais là, je crois que j'ai une image. Voilà, par exemple, comme ici. Dans certaines observations, on a des étoiles qui traversent la Lune. Ça a été des observations qui ont été faites ici, par exemple. En 1794, 4 astronomes à Londres écrivirent dans The Philosophical Transaction of the Royal Astronautical Society qu'ils virent une étoile dans la partie sombre de la Lune qui n'avait pas encore atteint la première quadrature. Et d'après les représentations qui sont données, l'étoile a dû apparaître très avancée sur le disque. Sir James House de l'Observatoire Royal de Kensington écrivit dans une lettre au journal Times le 7 avril 1848, le 15 mars 1848, alors que la Lune avait 7 jours et demi, je n'avais jamais vu son disque non éclairé aussi magnifiquement. Lors de mon premier coup d'œil dans le télescope, une étoile d'environ la magnitude 7 se trouvait à quelques minutes d'un degré du limbe sombre de la Lune. J'ai vu que son occultation par la Lune était inévitable. L'étoile, au lieu de disparaître au moment où le bord de la Lune entrait en contact avec elle, glissait apparemment sur la surface sombre de la Lune comme si elle avait été vue à travers une lune transparente ou comme si une étoile était entre moi et la Lune. J'ai vu une projection apparente similaire à plusieurs reprises.
la cause de ce phénomène est impliquée dans un mystère impénétrable. Dans les avis mensuels de la Royal Astronomical Society du 8 juin 1860, Thomas Gaunt a déclaré que l'occultation de Jupiter par la Lune le 24 mai 1860 a été vue avec une ouverture achromatique de 3,3 pouces, 50 pouces de mise au point, l'immersion avec une puissance de 50 et l'immersion avec une puissance de 70. Lors de l'immersion, je n'ai pu voir le limbe sombre de la Lune que lorsque la planète a semblé le toucher, et alors seulement dans la mesure du diamètre de la planète. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est l'apparition de la Lune lorsqu'elle passait au-dessus de la planète. Il semble que la planète était un objet sombre et glissait sur la Lune au lieu de se cacher derrière elle. Et l'apparition a continué jusqu'à ce que la planète soit cachée, quand soudainement perdu le limbe sombre de la Lune. J'ai aussi personnellement vu des étoiles à travers le bord de Lune croissantes, décroissantes. En fait, cela arrive assez souvent. Si vous êtes diligent et que vous observez spécifiquement le phénomène les nuits étoilées, vous pouvez parfois le voir même à l'œil nu. La Terre n'est pas un globe, ok. Donc, certaines fois, on peut voir des objets qui apparemment sont entre la Terre et la Lune. Mais ça ne voudrait pas dire que la Lune est transparente. Moi, je suis pour une projection de la Lune, mais transparente, non. De toute manière, quand vous dépassez les 10 km en hauteur, vous ne voyez plus les étoiles. Dans un avion la nuit, regardez par le hublot, vous ne verrez pas les étoiles. C'est pas dû au nuage. Ok. Donc là, c'est pour là, par rapport au drapeau dans l'islam, on voit une étoile qui est à l'intérieur du croissant lunaire. Sur certaines représentations, c'est pas seulement, c'est aussi sur d'autres représentations, d'autres civilisations. Donc ça pourrait, donc là, ça pourrait être Vénus ou éventuellement Mercure qui passerait devant la Lune. Ici on voit Vénus et ici Mercure sur des images du Soleil. Il passe devant la Lune ou le Soleil, donc ce phénomène serait aussi possible avec la Lune. Voilà, il passe devant le Soleil, on voit des taches sombres. Les transits de Vénus se produisent selon un schéma qui se répète généralement tous les 243 ans, avec des paires de transits séparés par de longs intervalles de 121,5 ans et 105,5 ans. Chaque transit dure quelques heures. Curieusement, il apparaît comme un point noir, comme la Lune devrait le faire à la nouvelle Lune. Là, on revient sur le problème du début, quand la Lune est nouvelle Lune, c'est-à-dire qu'elle est dans le ciel du jour, que le Soleil est beaucoup plus grand, éloigné que la Lune, on devrait voir cette même ombre quand la Lune est une nouvelle Lune. Alors on ne le voit pas, puisqu'elle passe entre la Terre et le Soleil. On sait que Mercure transite devant le Soleil beaucoup plus fréquemment que Vénus, environ 13 ou 14 fois par siècle. Chaque transit dure quelques heures. Curieusement, il apparaît comme un point noir, comme la Lune devrait le faire à la nouvelle Lune. Encore une fois, de plus, les transits de novembre de Mercure se produisent tous les 7, 13 ou 33 ans, et les transits de mai de Mercure tous les 13 ou 33 ans. Donc là, il met des chiffres occultes. Bon, 33, bien sûr, dans la franc-maçonnerie, 13, on sait que c'est un chiffre selon qui porterait malheur ou bonheur, suivant la vision. Là. Ça, c'est, ou bien 7 aussi, c'est un chiffre important. Et là encore, Mercure, on le voit tous les 13 ou 33 ans.
La Lune est plate et non sphérique. Tout d'abord, à travers un télescope, il semble être une sphère pour l'œil et l'esprit humain, mais cela ne signifie pas qu'il l'est réellement. Tout d'abord, on nous a dit que toute notre vie, que c'est une sphère, c'est notre subconscient qui projettera une sphère dessus. Maintenant, pour l'islam, la Lune a la forme d'une truffe du désert. Truffe du désert. Voilà. Comme ça. Ce serait une truffe du désert. Ce style de forme. Pour le problème de l'éclairage sur une sphère, voilà comment ça apparaît. Si je mets une lumière directe, ici, il va y avoir un point qui va être très clair et au fur et à mesure, il va y avoir commencer à avoir une ombre. Et derrière, c'est donc sombre, l'ombre totale. Mais ce que l'on observe, c'est qu'il n'y a pas de spot, hotspot, voilà, comme ils appellent ça. On n'observe jamais de hotspot. Il n'y a pas de différence, comme si c'était une boule. La Lune, la lumière de la Lune est uniforme sur son intégralité de la surface. Si c'était une sphère, que le Soleil se réfléchit dessus, alors la surface courbe elle afficherait des endroits plus foncés et plus clairs. La lumière de la Lune est froide et la lumière du Soleil est chaud. Ben ça, c'est des expériences qui ont été faites à maintes reprises avec des thermomètres électroniques la nuit, ou lorsque l'éclairage de la Lune, on va à l'ombre de cet éclairage de la Lune par un objet et qu'on mesure la température, par exemple sur un métal qui sera à l'ombre de la Lune, la température est plus chaude sur le métal lorsqu'il est à l'ombre que quand il est directement à l'éclairage de la Lune. Ce qui est exactement l'inverse au Soleil, puisque le métal sera plus chaud quand il a directement l'éclairage du Soleil, et plus froid quand si on le place à l'ombre. La NASA perpétue le mensonge de la sphère et nous dit qu'il y a un côté sombre de la Lune que personne ne voit jamais et qu'ils l'ont filmé à partir de photocartographie. Le truc avec ce film d'animation en accéléré qu'ils ont concocté, c'est que les nuages sur la Terre ne bougent pas en 2 jours de rotation de la Terre. Donc là, ils nous ont fait passer, ils nous ont fait croire ils ont essayé de nous faire croire à des films. On peut retrouver où ils tentent de nous dire qu'on peut voir la face cachée de la Lune. Alors que la réalité, c'est qu'on n'a jamais vu cette face cachée de la Lune. Donc, c'est plat. C'est en tout cas la partie que l'on voit visible, elle est plate. C'est ce qui explique qu'on a la même vision, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la Terre. Ok. Donc, une truffe coupée. Partie plate. Partie non visible. Avec
une lumière, une partie qui sombre et une partie auto-éclairée, mais pas nécessairement auto-éclairée directement par la lumière du soleil, mais auto-éclairée par la lumière du soleil à l'emplacement initial dans le trou noir. Question de l'éclipse, on peut regarder ça. Donc là, c'est la perspective, c'est bien connu, c'est diagramme. Normalement, il y a le point de disparition, le vanishing point. Ici, on a l'horizon qui est la rencontre du ciel et du sol. Voilà, ça c'est la perspective que l'on a. À un moment donné, tout se merge ensemble, se regroupe à l'horizon. Après, on ne verra plus. C'est les limites de notre vision, le vanishing point, point de disparition. Donc ici, on a le même diagramme sur une image. Le ciel, la terre qui monte, le ciel qui descend, l'horizon qui est la rencontre du ciel et de la terre, et le point de vanishing point, on ne peut pas voir plus loin. Donc le soleil, quand on a par exemple un coucher de soleil, le soleil passe devant, on dirait qu'il descend, en fait il s'éloigne. Au bout d'un moment, il va s'éloigner tellement qu'il va disparaître, avec une impression qui descend. Et sa lumière, tellement il est éloigné, au bout d'un moment, elle ne nous parviendra pas parce que, encore, ce n'est pas les mêmes diamètres et la même hauteur que pour le modèle platiste que pour le modèle globiste. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer là. Ici, ça sera midi. Et au fur et à mesure, ça s'éloigne. Et ça nous donne l'impression que le soleil descend. Mais en fait, il s'éloigne. Divers angles. Et au bout d'un moment, l'angle, c'est la rencontre du sol et du ciel dans le point de disparition. Donc là, regardez cette photo comme la lune, elle est proche. Moi, je remonte encore ça, c'est important cette image de la distance Terre-Lune à l'échelle, selon le modèle héliocentrique. Bon, là, c'est des explications. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est les éclipses. Là, on va aller voir les éclipses. Ça, c'est tout ce qui est des mythes. Voilà, éclipse. Nous allons diviser cela en deux éclipses différentes que nous pouvons vivre, les éclipses solaires et lunaires. Ce qu'on nous a enseigné sur les éclipses dès notre plus jeune âge est basé sur le modèle de la boule terrestre. Il doit donc être nettoyé, oublié, analysé et oublié, et nous devons recommencer avec une toile vierge. Le mot éclipse vient d'un mot grec signifiant abandon. Littéralement, une éclipse était considéré comme l'abandon de la Terre par le Soleil ou de la Lune. C'est un mythe que seule la science moderne peut prédire avec précision les éclipses. Cela se produit depuis des millénaires dans diverses cultures. On pense que comme la NASA peut nous dire à tel ou tel moment il y aura une éclipse à tel ou tel endroit, on peut penser qu'ils ont le bon modèle, parce qu'ils peuvent arriver à des calculs. De toute façon, les calculs ne sont jamais précis totalement. Il y a toujours, par exemple, pour les éclipses lunaires, entre ce qui est prédit avant l'éclipse et ce qui arrive, c'est pas exactement pareil. Mais penser que, parce que la NASA nous donne le calendrier des éclipses,
solaire et lunaire. Le modèle est correct, ça c'est faux, puisque ça fait déjà des millénaires que les civilisations précédentes, ils y arrivaient. Thalès a prédit avec précision une éclipse qui a mis fin à la guerre entre les Lydiens et les Médès en 600 avant Jésus-Christ. L'astrologie de Saros peut prédire les éclipses et cela remonte aux astronomes chaldéens et babyloniens des milliers d'années. N'oubliez pas que les éclipses se produisent sur le modèle de la Terre plate lorsque la Lune est proche de l'un des nœuds Flat Earth. Les nœuds qu'on a vus tout à l'heure, le nœud, c'est lorsque l'orbite, la trajectoire du Soleil croise la trajectoire, l'orbite de la Lune qui est qui n'est pas horizontale. C'est-à-dire que il y a elle est en comment on va remettre ce diagramme puisqu'on est en train de faire les éclipses. Elle est inclinée. C'est au tout début qu'on a eu ça sur les nœuds pour le modèle. C'est ici le modèle platiste. Il y a des nœuds. Et quand cette orbite, elle est proche de ce nœud, il y a un nœud ici, un nœud ici. Ça c'est écrit ici, le nœud de sud. Ça c'est le nœud du nord de la trajectoire de la Lune. Et quand elle se trouve, la Lune, dans un de ces nœuds ici, dans le modèle platiste, c'est là que les orbites ont lieu, les éclipses ont lieu. Alors, là on a bien vu les perspectives, comment ça fonctionne. On a maintenant nos éclipses. Donc, près des nœuds, pour produire une éclipse, le Soleil doit également se trouver à proximité d'un nœud à ce moment-là. Le même nœud pour une éclipse solaire ou le nœud opposé pour une éclipse lunaire. Les éclipses solaires. Notez que la NASA n'a pas pris de photos ou de vidéos d'une éclipse solaire depuis l'espace. Depuis les années 1960, enfin, il n'y a jamais eu de photos depuis l'espace d'une éclipse qui serait quand même très intéressant. Et pourquoi il n'y a pas de photos? Parce que ça n'existe pas. En effet, les satellites et les engins spatiaux sont des canulars et rien n'a dépassé 100 km d'altitude. La technologie ne permet pas d'aller plus haut que 100 km/h. La NASA, avec tout son argent et ses vaisseaux spatiaux, nous donne juste un diagramme et des images de synthèse de style dessin animé. Nous devons donc oublier toutes ces foutaises et revenir aux anciens mythes. Voilà comment on nous présente les éclipses solaires. Donc à cette partie ici, où l'ombre de la Lune est diffusée sur la Terre, c'est une éclipse. Donc cette partie-là, cette distance-là, encore une fois, il faut en revenir là. Donc on aurait un Soleil qui est beaucoup plus éloigné que cette distance-là, à l'échelle. Encore. Donc la lumière, elle parvient ici, elle touche la Lune, et là, il y a une ombre qui fait toute cette distance-là. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obstruée après par tous les rayons qui arrivent dans tous les... Ici, elle continue son chemin, l'ombre, elle arrive jusqu'ici. C'est vraiment tiré par les cheveux. Donc, il y a les anciens mythes. Et c'est assez complet, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Rappelez-vous que dans le premier chapitre, nous avons parlé des nœuds. C'est ce qu'on vient de remontrer maintenant. La Lune croise la trajectoire du Soleil au cours d'un mois lunaire donné.
Une éclipse solaire ne se produit que lorsqu'il y a une nouvelle lune et que le Soleil et la Lune sont toutes les deux au même point FE, le point qu'on a vu entre la rencontre de l'orbite du Soleil et de l'orbite de la Lune en même temps. Cela se produit environ 2 fois par an en moyenne. Il existe 3 types d'éclipses solaires: partiales, annulaires, totales. Ici, on arrive à voir le Soleil derrière. Partial, annulaire et total. Les éclipses solaires totales et annulaires prouvent que le Soleil et la Lune, ou les deux, varient en altitude par rapport à la Terre. Avez-vous déjà remarqué que la trajectoire d'une éclipse solaire est toujours une mince courbe dénuée sur le modèle de la boule? Placez-le sur la Terre plate et c'est simplement la trajectoire du Soleil au moment de l'éclipse. Voilà, ça c'est de nouveau pour montrer que sur la EIMAP, ça a du sens, parce que ici, ça a un demi-cercle, et là, ça n'a plus vraiment de sens. Encore ici, on regarde avec la EIMAP. C'était en 2012 là. Donc la trajectoire ici est plus sensée. Vous trouverez ci-dessous toutes les trajectoires de l'éclipse solaire de 1996 à 2020. Voilà ce que ça donne avec la carte traditionnelle. Et ici, toujours des cercles. Qu'est-ce qui cause l'éclipse solaire? Nous ne savons pas. Avec certitude. Les éclipses lunaires, c'est pareil. Nous ne savons pas. Il y a différents termes, différents styles d'éclipse. Mais il y a certaines fois où la Lune, elle devient rouge. Donc cette explication-là d'une Lune qui devient rouge, c'est parce que il y aurait une réfraction au niveau de l'atmosphère terrestre. Donc là, on est cette fois pour une éclipse lunaire. La lumière du soleil arrive ici par la gauche et l'ombre de la Terre est projetée jusqu'à la Lune qui serait plus éclairée. Mais les rayons du soleil qui passent par l'atmosphère ici, de la Terre, par une sorte de réfraction, deviennent rouges. C'est ce qui ferait cette couleur rouge selon le modèle. Héliocentrique, encore une fois, c'est vraiment tiré par les cheveux. Ici, l'atmosphère, elle mesure tellement peu, ça ferait changer la couleur des rayons qui deviendraient rouges et ils seraient diffusés sur la Lune, qui rendrait cette lumière rouge. Donc ça, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais il y a pire. Il y a pire avec la direction de l'ombre sur les éclipses impossibles. Là encore, c'est des mythes. Ces dernières années, le terme et l'étiquette lune de sang sont devenus populaires lorsqu'il s'agit d'éclipses lunaires totales en raison du fait que la Lune devient rouge feu au milieu de l'éclipse lunaire. Ah voici alors là. Ici on a une éclipse. Donc ça c'est une éclipse impossible parce que
les éclipses lunaires, selon ce modèle ici, ça peut arriver que lorsqu'il fait nuit, puisque le soleil projeté sur la Terre, l'ombre de la Terre va sur la Lune. Donc on est obligé qu'on soit dans cette partie ici, avec l'alignement Soleil, Terre et Lune. Mais certaines fois, comme ici, on obtient des éclipses le jour. Lui, c'est un globiste. Si. Donc, c'est pas possible qu'au même moment, durant la journée, on ait une éclipse lunaire. Mais pourtant, selon le modèle héliocentrique, pourtant, on observe bien ce phénomène, comme on vient de le voir dans cette vidéo. Ok. Alors ensuite, c'est encore un problème. L'hypothèse newtonienne implique la nécessité que le Soleil, dans le cas d'une éclipse lunaire, d'être du côté opposé d'une Terre globulaire pour projeter son ombre sur la Lune. Mais puisque des éclipses de Lune ont lieu avec le Soleil et la Lune au-dessus de l'horizon, il s'ensuit que ce ne peut pas être l'ombre de la Terre qui éclipse la Lune et que la théorie est une erreur. Tout à fait d'accord avec ça, donc. Selon la théorie globulaire, une éclipse lunaire se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont en ligne directe. Mais il est consigné que depuis le XVe siècle environ, plus de 50 éclipses se sont produites alors que le Soleil et la Lune étaient visibles au-dessus de l'horizon. L'Observatoire royal de Greenwich a enregistré que pendant les éclipses lunaires du 17 juillet 1590, du 3 novembre 1648, du 16 juin 1666 et du 26 mai 1668, la Lune s'est éclipsée alors que le Soleil était encore au-dessus de l'horizon. La géographe McCulloch a noté que le 20 septembre 1717 et le 20 avril 1837, la Lune semblait se lever, éclipsée avant que le Soleil ne soit couché. Sir Henry Holland a également noté dans ses souvenirs de vie intérieure, c'est le livre, le phénomène du 20 avril 1837 où la Lune s'est levée, éclipsée avant le coucher du Soleil. Le Daily Telegraph a enregistré que cela se produisait à nouveau le 17 janvier 1870, puis à nouveau en juillet de la même année, et cela continue de se produire pendant les éclipses lunaires à ce jour. Ça n'arrête pas, comme on vient de voir sur la vidéo. Ce n'est pas possible que les deux soient dans la même face de la Terre. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait une éclipse lunaire, puisque c'est l'ombre sur la Lune est provoquée par l'ombre de la Terre. Ce n'est pas possible que la Lune se trouve dans cette partie ici, cette face ici, puisqu'il n'y a pas d'ombre de la Terre. Et pourtant, il y a des éclipses qui ont lieu lorsque la Lune se trouve dans cette région.
ici, c'est quoi la légende? Elle nous donne soit lors d'une éclipse. On ne peut pas se poser qu'un éponge. Bon, ça, c'est rien. Ensuite, on a aussi ces éclipses de lune rouge. Donc, qu'est-ce qui fait que la lune devient noire et rouge? Et pourquoi tout le monde suppose qu'il s'agit d'une sorte d'ombre? Ok. Ici, ça c'est où elle est rouge. Il faudrait maintenant qu'on passe aux vidéos là-dessus. Je ne sais pas où elles sont ces vidéos. Voilà, les vidéos, elles sont là pour bien qu'on comprenne de quoi on est en train de parler. Voilà. Là, l'ombre vient par la gauche. Passe par là. Elle est venue comme ça, elle a commencé comme ça. Ensuite, ça devient rouge quand c'est normalement la pleine lune. Et ensuite, voilà par où ça regarde. Regardez-moi par où ça revient. C'est venu par ici, ça remontait par là, et ensuite, ça se dégage par là. Il faut imaginer le parcours dans le modèle globiste. Ça me fait chier. Pit, 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 pit. Alors, il y a une deuxième vidéo que je vais ouvrir moins stupidement. Voilà. Vidéo numéro 2. Alors, ces trajectoires de l'ombre, ça, c'est vraiment une question à poser à un interlocuteur de l'EPFL, de l'université. C'est sûr que je poserai cette question, je lui montrerai ces images, qu'il nous donne son explication. Parce que même par des globistes, j'ai pas encore entendu d'explication sur cette direction changeante de l'apparition de l'ombre de la Terre lors des éclipses lunaires et la disparition. C'est pas la même direction. Là, on a vu qu'elle est passée. Cette ombre, elle arrive comme ça. C'est pas la même éclipse que tout à l'heure. Ensuite, ça, la Lune devient rouge. À la réapparition de la lumière. Dans ce cas-là, il se fait par le bas. Donc, c'est arrivé par la gauche. Comme ceci. Et c'est par là qu'elle s'est dégagée. Comme ça. Après, elle était dans ce sens-là. L'éclairage revient dans ce sens-là et elle est partie dans ce sens-là. N'oublie pas que cet événement ne se produit que lors d'une pleine lune.
déjà alimenté. Et lorsque le Soleil est dans un alignement géométrique avec un alignement de nœuds pour ce qui est de la Terre plate. Pensez aussi vraiment à ces images ci-dessous et aux étiquettes que vous avez utilisées toute votre vie. À gauche, une photo de la Lune en phase et à droite, une éclipse lunaire. Il n'y a pas de différence dans le cœur des deux événements. La Lune se désillumine simplement dans les deux cas. Je suis assez d'accord. Voilà, différentes lunes rouges. Et la Lune est un vieux soleil défectueux. Là aussi, avec l'islam, on rejoint cette idée, puisque dans l'islam, la Lune éclairait, je pense, comme le soleil, c'était une lumière forte. Et c'est l'ange Gabriel qui a projeté du vent avec son aile, ce qui a fait perdre à la Lune son intensité et elle a éclairé le jour. Donc dans cette perspective-là, il y eut une époque où il faisait, semble-t-il, toujours jour. En 542 après Jésus-Christ, selon Hector Boetius, le soleil apparut vers midi, tout entièrement d'une couleur sanglante. L'élément est apparu à plein d'étoiles brillantes à la vue de chaque homme continuellement pendant l'espace de 2 jours consécutifs. Donc là, on a eu un soleil qui est apparu d'une couleur sanglante. Même chose que la Lune lors de ses éclipses. Le 23 avril 1547 en Angleterre, en France et en Allemagne, le soleil apparut pendant 3 jours comme s'il était baigné de sang, alors qu'en même temps de nombreuses étoiles étaient visibles à midi, des étoiles visibles le jour, et un soleil rouge. Dans la matinée du 11 octobre 1520, une éclipse de soleil était attendue. À 10h08 du matin, le soleil ayant alors atteint l'altitude de 42 degrés commença à perdre de son éclat et continua peu à peu à le faire, passant à une couleur rouge foncé, sans qu'aucun nuage ne pût être aperçu. Aucune partie du corps du soleil n'était cachée, mais le tout apparaissait comme vu à travers une épaisse fumée jusqu'à ce qu'il ait dépassé l'altitude de 44 degrés, après quoi il a retrouvé son lustre d'antan. Nous voyons donc que les étoiles proches du Soleil étaient également visibles avec le Soleil sans, ce qui signifie que le ciel n'était obstrué par rien. Il semble que le Soleil ait eu un problème, il a perdu sa puissance et il a tourné rouge, tout comme la Lune durant ces éclipses. La période où la Terre était sans Lune est probablement le souvenir le plus éloigné de l'humanité. Démocrite et Anaxagore ont enseigné qu'il fut un temps où la Terre était sans lune. Aristote a écrit que l'Arcadie en Grèce avant d'être habitée par les Hellènes, avait une population de Pélasges et que ces aborigènes occupaient la Terre déjà avant qu'il n'y ait une lune dans le ciel au-dessus de la Terre. Pour cette raison, on les appelait les Prosélens. Ça veut dire quoi? Prosélens 2. Ah, mais ça c'est simplement les références. Prosélens. On voit bien ça. Hein. Donc cette histoire, on retrouve des citations sur le net. Peuple prélunaire. On dit que les Arcadiens possédaient leur terre avant la naissance de Zeus, qui écrit ici le peuple est plus vieux que la lune.
Ok, bon, prosélène, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais bon, ça doit vouloir dire avant la Lune. Apollonius de Rhodes a mentionné à l'époque où toutes les orbes n'étaient pas encore dans les cieux, avant que les races de Danaï et de Caliens n'aient vu le jour, et que seuls les Arcadiens ont vécu, dont il est dit qu'ils habitaient sur les montagnes et se nourrissaient de glands avant qu'il n'y ait une lune. Plutarque a écrit dans les questions romaines, il y avait des Arcadiens de la suite d'Évandre, les soi-disant peuples prélunaires. Le soi-disant peuple prélunaire. Ovide écrivit de même, on dit que les Arcadiens possédaient leur pays avant la naissance de Jupiter et que le peuple est plus vieux que la Lune. Donc on a en tout cas pas mal de mythologie, puis ça continue encore, où il y a une période où la Lune n'était pas là. Les souvenirs d'un monde sans Lune vit dans les traditions orales des tribus autochtones. Les Indiens des hauts plateaux du Bogota, dans les cordillères orientales de la Colombie, racontent certaines de leurs réminiscences tribales à l'époque précédant l'apparition de la Lune. Dans les temps les plus anciens, quand la Lune n'était pas encore dans les cieux, disent les membres de la tribu Chibchas. Ok. Donc là, on a aussi relativement souvent ces phénomènes qui est expliqué par les globistes par de la réfraction. On a bien entendu les Mayas qui nous parlent de plusieurs soleils. Récemment, j'ai vu ça, il y a eu 7 soleils, c'est cette année. Les 7 soleils, c'est ici. Futura Science, donc on est vraiment sur un site globiste, on ne pourra pas nous dire que c'est une invention. Les 7 soleils ont été vus alignés dans le ciel en Chine et il n'y a qu'une seule explication possible. Ah, qu'une seule explication possible. Voilà, donc là directement on te rentre dans l'esprit que eux ils vont te donner l'explication, mais surtout ne cherche pas d'autre parce que tu auras tort, on va se foutre de ta gueule. Alors, c'est ça l'image. Les 7 soleils alignés au-dessus des nuages sont un phénomène optique similaire à celui du halo solaire. Ils n'ont pas la même intensité. Imaginez. Donc leur explication, avec la chaleur, l'humidité et bien souvent la pollution, il n'est pas rare d'observer des phénomènes optiques étonnants en Asie. Mais ce qui a été observé en Chine, à Chengdu, près de Sichuan, il y a quelques jours, relève vraiment du domaine de l'exceptionnel. 7 soleils alignés au-dessus d'un nuage. Merveilleux. Chacun des astres est différent, plus ou moins lumineux, mais de la même taille. Plusieurs habitants ont pris en photo et filmé ce phénomène a priori bien réel. Ah bon, ben alors c'est plus réel. Voilà. Voilà ce que ça donne. Comment il te donne l'explication de ce phénomène? Il s'agit d'un phénomène optique causé par la réfraction de la lumière sur des particules de glace qui composent les nuages, tout comme les halos solaires ou les parletti halos solaires. C'est ça. Et puis les parhélices, c'est ça. Voilà. Donc ils ont la même explication. Ces phénomènes-là. Et lorsque les rayons solaires passent à travers ces cristaux de glace, le rayon lumineux se courbe et la réfraction de celle-ci donne alors lieu à de multiples images du Soleil. Il est fort possible que la pollution atmosphérique de la zone ait également joué un rôle. Le même phénomène a déjà été observé avec des arcs-en-ciel démultipliés à l'infini. Donc on a parfois
fois des phénomènes ainsi. Voilà. Il y a une histoire de cataclysme au VIe siècle que peu de gens connaissent vraiment. Entre les années 1535 et 1536, une série d'événements climatiques mondiaux majeurs ont eu lieu qui pourraient facilement être décrits comme un cataclysme mondial aux conséquences catastrophiques. Il y avait un signe du soleil comme on n'en avait jamais vu et rapporté auparavant. Le soleil est devenu sombre et son obscurité a duré 18 mois. Chaque jour, elle brillait pendant environ 4 heures et cette lumière n'était encore qu'une faible ombre. Tout le monde déclarait que le soleil ne retrouverait plus jamais sa pleine lumière. Il y a plusieurs exemples comme ça dans le passé. Soleil éclipsé. Éric Dollard, appelé une Tesla des temps modernes, dit que le soleil actuel perd de la puissance. Il dit que le soleil ne brûle pas d'énergie, qu'il ne brûle rien et qu'il n'a pas de fusion, mais qu'il est plutôt un convertisseur de lumière électromagnétique, une lampe Tesla géante, pour ainsi dire. Voilà, explication sympathique. Parce que la Lune est un soleil défectueux, les fréquences sont modifiées et seule une fraction du spectre est émanée en raison de la puissance atténuée, de sorte que l'effet qu'il a sur la surface de la Terre a changé. Ces effets, c'est donc que cette lumière, elle serait froide. Il y a des effets sur la nature, puisque le Soleil n'a pas les mêmes effets sur la nature que la Lune. Il y a donc les longueurs d'onde, ce qu'on voit des longueurs d'onde du Soleil, c'est seulement dans cette fourchette. Les infrarouges, on ne voit pas, ultraviolet. Et la Lune, qui a perdu de son intensité, puisque je reviens dans cette vision-là, où la Lune était un ancien Soleil, elle a perdu sa diminution, et là, donc, il n'y aurait pas les mêmes spectres qui seraient émis. Ils se ressemblent, la Lune et le Soleil. Là, suivant les photos, on ne peut pas savoir exactement à quel astre on a affaire. Voilà, je pense que là, c'est la même chose. Plusieurs soleils, ça c'est dans les mythes. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ok. Voilà, ok. Je crois que c'est fini. Ça, c'est tous les mythes. C'est comme dans ce bouquin, c'est assez complet. Ok. On a retracé ce livre de Mark Knight. On a vu un certain nombre de problèmes, surtout dans le modèle héliocentrique, où à chacun des points, il y a des anomalies. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine émission pour une émission traditionnelle. Si vous avez des questions par rapport à ça, posez-les. Moi, je connais vraiment pas du tout toutes les réponses, que ce soit pour le modèle platiste ou pour le modèle globiste. Si vous avez des questions par rapport à ce fascicule, ce livre-là, posez-les en bas, des remarques. Je prendrai de toute façon les meilleures remarques pour les poser à notre interlocuteur prochainement. Il faut qu'on commence à écrire des questions, lui transmettre les questions et puis avoir un entretien avec quelqu'un, un globiste sérieux qui connaît son histoire, où on parlera en tout cas de ces éclipses lunaires rouge sang. Voilà, merci d'avoir écouté.
Mettez un like si vous avez aimé, ça aide toujours. Financièrement aussi, on pourra donner toujours plus. Pour une émission comme ça donne quand même 5-6 heures de travail. Et encore parce que je connais la théorie platiste. Merci d'avoir écouté. Et on se retrouve prochainement. Bye.